Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très important de la biochimie organique et ce sujet-là, ce sont les isomères. Qu'est-ce que c'est que les isomères? Les isomères sont des composés organiques. Qu'est-ce que c'est qu'un composé organique? Organique veut dire que ces composés-là doivent contenir du carbone et de l'hydrogène. Donc, n'importe quel composé organique doit contenir du carbone et de l'hydrogène. Et ces composés, par exemple, si nous avons deux composés différents, deux molécules de composés différents, ils ont la même formule moléculaire. Et nous allons voir ce que c'est que la formule moléculaire. C'est la formule qui représente le type d'atome qui entre dans la composition de la molécule et aussi le nombre des atomes qui font la composition de cette molécule. Mais bien qu'ils aient la même formule moléculaire, ils ont une grande différence ou une petite différence parfois dans leur structure et dans l'arrangement ou l'ordre des atomes dans la molécule. Donc la formule moléculaire que l'on appelle parfois la formule brute, comme je vais la montrer sur la diapositive suivante, elle montre le type d'atome qui forme la molécule et le nombre exact de chaque atome dans cette molécule. Donc, nous allons utiliser, pour écrire une formule moléculaire, nous allons utiliser les lettres qui représentent les symboles des éléments et aussi des petits chiffres en bas de chaque lettre pour compter les atomes ou pour montrer le nombre de chaque atome dans la molécule. Par exemple, ici, vous voyez en haut la formule chimique ou la formule moléculaire qui est C3H8O. O sans nombre en bas, sans chiffre en bas, veut dire simplement O1, c'est-à-dire un atome d'oxygène. Donc, ça, c'est la formule moléculaire d'un certain composé chimique. Mais quand nous l'écrivons avec les liaisons entre les atomes ou les groupes d'atomes, donc ce n'est plus une formule moléculaire, mais c'est une structure chimique. Dans cette formule moléculaire brute, on voit que notre composé se forme de 3 atomes de carbone, de 8 atomes d'hydrogène et d'un atome seulement d'oxygène. Et nous voyons ici les isomères de ce composé-là, c'est-à-dire que nous avons le premier isomère, propane 1-ol, qui est un alcool primaire. Ensuite, nous avons un autre isomère, propane 2-ol ou propanol 2, qui est un alcool secondaire. Et nous avons un troisième isomère qui est méthoxyéthane, méthoxyéthane, qui est l'éther. Les noms des composés organiques sont un peu longs et un peu difficiles, donc vous devez articuler quand vous les prononcez. Ici, nous avons méthoxyéthane, qui est l'éther. Si vous regardez ces trois structures chimiques détaillées, vous allez voir que chacun de ces composés, que ce soit l'alcool primaire ou l'alcool secondaire ou l'éther, ils ont tous 3 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène si vous les comptez et un atome seulement d'oxygène. Mais il y a une très grande différence entre les 3 composés. Tout d'abord, le composé en bas, c'est un éther. Pourquoi? Parce que nous avons ici cette liaison-là, c'est-à-dire que nous avons un atome d'oxygène avec une liaison covalente simple à droite et à gauche. Ça, c'est un éther. Si un composé contient un atome d'oxygène au milieu de la molécule avec une liaison simple à droite et à gauche, donc c'est un éther. Mais si nous regardons la molécule en haut, qui est un alcool primaire,
et la molécule en bas, qui est un alcool secondaire, ou la molécule au-dessous. Tout d'abord, pourquoi est-ce que c'est un alcool? C'est un alcool parce qu'il y a un groupement OH, hydroxyle, qui est attaché ou lié à un carbone, à un atome de carbone. Et donc, ça, c'est un alcool. Donc, c'est un composé organique, puisqu'il contient le carbone et l'hydrogène. Donc, tout d'abord, c'est un composé organique. Ensuite, en plus, c'est un alcool, parce qu'il a le groupement hydroxyle. Mais il y a des composés qui contiennent des groupements hydroxyles qui ne sont pas organiques, comme l'hydroxyde de sodium, par exemple. Nous ne les considérons pas des alcools. Pourquoi? Parce que le OH dans l'hydroxyde de sodium n'est pas attaché à un carbone. Donc, la différence entre ces trois composés, c'est une différence d'ordre, d'enchaînement des atomes, simplement d'organisation de la molécule. Mais le nombre total de carbone est le même, le nombre total d'hydrogène dans les trois molécules est le même, et le nombre d'oxygène, d'atomes d'oxygène est le même. Mais le simple fait que l'on a changé l'arrangement ou l'ordre des atomes a fait que l'on a obtenu deux différentes catégories, des alcools et un éther. Et entre les deux molécules qui représentent l'alcool, la différence de l'enchaînement, je veux dire par enchaînement, comment les atomes sont liés les uns à l'autre, la différence de l'ordre ou de l'enchaînement des atomes fait qu'ici, on a un alcool primaire et là, on a un alcool secondaire. Quelle est la différence? Ici, nous avons un groupement hydroxyle qui est lié à un carbone, donc c'est un alcool puisque c'est organique et en même temps, ce carbone-là est lié à un seul carbone. Mais si vous regardez ici, tout d'abord, on a un produit organique ou un composé organique puisqu'il contient du carbone et de l'hydrogène. Ensuite, nous avons OH qui est attaché à un carbone, donc ce n'est pas seulement un composé organique mais un alcool. Et en plus, cet atome de carbone est attaché à deux atomes de carbone. L'un d'eux se trouve à droite et l'autre se trouve à gauche. Donc, c'est un alcool secondaire. Donc, nous allons récapituler ou résumer ce que l'on vient de dire. Donc, la formule brute C3H8O1 correspond à une famille de composés, c'est-à-dire c'est un grand groupe de composés, non pas un seul, non pas deux, ce sont des alcools, que ce soit des alcools primaires ou des alcools secondaires. Et la différence entre un alcool et l'autre dans la même catégorie sera dans la longueur de la chaîne hydrocarbone. Donc, c'est-à-dire qu'ils auront plus d'atomes de carbone et donc plus d'atomes d'hydrogène. Donc, cette formule brute-là, si on considère seulement cette formule brute, donc allons avoir une certaine longueur de l'hydrocarbone parce que nous avons seulement 3 atomes de carbone, mais cette famille-là se compose de 3 composants très différents. Et tous les composés ont 3 carbones et 8 hydrogènes, 8 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Et comme je viens de le dire, ils représentent des alcools et des éthers. Qu'est-ce que c'est qu'un alcool? On revient à la définition de l'alcool. Un alcool est un composé organique tout d'abord. Donc ça, c'est la première condition. Il doit être un composé organique, c'est-à-dire il doit y avoir du carbone et de l'hydrogène. Ça, c'est la première condition essentielle. La seconde condition essentielle pour que vous ayez un alcool, c'est qu'il y ait un groupement hydroxyle. Mais comme je viens de l'expliquer, le groupement hydroxyle tout seul n'est pas suffisant pour dire que c'est un alcool. Ça doit être un groupement hydroxyle attaché à un atome de carbone. Par exemple, ici, nous voyons l'alcool éthylique. L'alcool, pourquoi
C'est un alcool tout d'abord parce que c'est un composé organique, c'est-à-dire que nous avons la condition essentielle qui est la présence du carbone et de l'hydrogène, non pas ou de l'hydrogène. C'est pas carbone ou hydrogène, c'est carbone et hydrogène. Donc les deux sont présents dans la molécule. Donc tout d'abord, nous avons une molécule organique. Donc la première condition a été satisfaite. La deuxième condition, c'est qu'il y ait un groupement hydroxyle attaché à un atome de carbone. Et cette condition, elle aussi, elle est satisfaite. Donc, c'est un alcool. Et cet alcool-là a comme formule chimique moléculaire C2H5OH. On écrit le OH tout seul après cette liaison-là, même dans la formule moléculaire, pour vous montrer que ça, c'est un groupement que l'on appelle un groupement fonctionnel, c'est-à-dire un groupement qui va réagir et se comporter de la même façon dans toutes les réactions chimiques. Et donc, n'importe quel composé organique qui aura ce groupement alcoolique va réagir et se comporter et faire des réactions chimiques de la même façon, quelle que soit la longueur de la chaîne dont je viens de parler. Ici, nous avons 2 carbones d'atomes, voilà. Ensuite, nous avons 5 atomes de carbone, ils sont écrits ici. Et puis, nous avons le groupement hydroxyle. En revanche, nous avons l'éther, et l'éther est un composé organique, encore une fois, dont la structure possède, comme je viens de le dire au début, un atome d'oxygène au milieu. Et cet atome d'oxygène est lié à 2 groupes carbonés, c'est-à-dire, ici, vous pouvez vous demander qu'est-ce que la lettre R représente ici. Tout d'abord, la lettre R, c'est un symbole général pour n'importe quel groupement organique qui va se placer ici, que ce soit CH3, CH3, CH2, etc. Et quelle que soit la longueur de ce groupement, qu'il soit fait de carbone et d'hydrogène seulement, ou qu'il soit fait de, par exemple, azote et hydrogène, un groupe amine, par exemple, etc. Et pourquoi est-ce qu'il y a R et R'? Parce que ils sont différents, pour indiquer qu'ils sont différents. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la formule générale de l'éther. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la formule générale? Parce on n'a pas ici écrit un groupement spécifique. On a écrit le symbole R qui indique n'importe quel groupement organique peut être placé ici. Par exemple, ici, nous avons un éther. Pourquoi? C'est très clair, parce que nous avons ici un atome oxygène qui est lié à droite et à gauche avec 2 groupements organiques. Ici, ils sont purement faits de carbone et d'hydrogène. Et puisque ce groupement-là, c'est C2H5, donc c'est un groupement éthyle, nous avons un groupement éthyle à droite et un groupement éthyle à gauche. Donc, c'est un diéthyl-éther ou un éther diéthyle en français. Encore une fois, nous revenons à la définition de l'alcool primaire. Un alcool primaire, comme je viens de l'expliquer, est une molécule, un composé organique où le groupe hydroxyle, OH, est lié à un atome de carbone et cet atome de carbone est lié seulement à un autre atome de carbone. Donc, cet atome de carbone n'est lui-même relié qu'à un seul autre atome de carbone. L'exception, c'est le méthanol, c'est un alcool qui est très petit, alors le carbone n'a pas d'autre carbone pour pour s'y lier ou s'y attacher, pardon. Donc la formule générale de l'alcool primaire sera, nous devons avoir un OH et puis nous avons un CH2 au milieu et nous avons ici un R, un groupe, un radical. C'est le symbole général. Mais en cas de méthanol, qui est le plus petit alcool primaire, nous avons ici un hydrogène, un atome d'hydrogène. Mais après, l'alcool primaire plus long sera, on va remplacer l'hydrogène qui est là par quelque chose de plus long qui est le CH3, etc.
ces détails de chimie organique ou de biochimie organique ne seront pas expliqués dans cette vidéo. Mais peut-être plus tard, nous donnerons beaucoup plus de détails concernant la biochimie organique. En revanche, un alcool secondaire est un composé organique dont le groupe hydroxyle est porté ou lié à un carbone qui lui-même est lié à deux autres atomes de carbone. Par exemple, ici, ce point-là représente le carbone, mais on ne l'écrit pas dans la formule ou dans la structure chimique. Donc ici, nous avons un groupement OH qui est attaché à un carbone et le carbone ici est attaché à un groupe méthyle d'un côté et un autre groupe méthyle d'un autre côté. Et donc ça, c'est l'isopropanol, qui est un type d'alcool secondaire. Et pourquoi c'est un alcool secondaire? Parce que le carbone ici, que l'on ne voit pas, est lié à un méthyle ici et un autre méthyle là, donc lié à deux carbones, un à droite et un à gauche. Les isomères n'ont pas les mêmes propriétés physiques ou chimiques. Et on dit ils n'ont pas nécessairement les mêmes propriétés physiques ou chimiques. C'est-à-dire que parfois, ils peuvent avoir les mêmes propriétés physiques ou chimiques, mais dans la plupart du temps, ils ne vont pas avoir les mêmes propriétés. Donc, ce n'est pas nécessaire qu'ils aient les mêmes propriétés chimiques ou physiques. Des propriétés chimiques, ce sont des propriétés qui sont reliées ou qui ont rapport à des réactions biochimiques. Mais des propriétés physiques, ce sont des propriétés où il n'y a pas de réaction chimique. Par exemple, comme l'évaporation. L'évaporation n'a pas besoin d'une réaction chimique. Euh, donc, les isomères, ou bien ils sont des isomères parce que les atomes sont liés de manière différente, et quand les atomes sont liés de manière différente, ils vont faire des groupes fonctionnels différents. Et on vient de dire que les groupes fonctionnels dans les réactions biochimiques ont chacun un comportement très spécial. Donc, si vous changez l'ordre des atomes dans les molécules des isomères, si la différence entre les isomères, c'est dans l'arrangement des atomes à l'intérieur de la molécule, donc il peut se passer on peut trouver deux groupes fonctionnels différents dans les deux isomères et donc ils vont réagir ou se comporter de façon différente dans les réactions chimiques. Et donc, numéro un, c'est la première raison pour laquelle les isomères n'ont pas nécessairement ou ne partagent pas nécessairement les mêmes propriétés chimiques. La seconde raison pour laquelle les isomères ne partagent pas nécessairement les mêmes propriétés chimiques ou physiques, c'est que parfois, nous allons voir que le composé organique contient une double liaison. Donc, les deux isomères, qui sont deux formes de la même formule, vont avoir la double liaison. Et il arrive parfois qu'il y a une orientation différente des groupements autour de la double liaison. On va expliquer tout ça sur un diagramme dans la diapositive suivante. Donc, cette différence de symétrie autour de la double liaison va vouloir dire qu'il y aura une différence d'orientation des groupes chimiques qui se trouvent autour de la double liaison et cela sera une raison pourquoi ils ne vont pas avoir les mêmes propriétés physiques ou chimiques. Par exemple, ici, nous avons deux composés. Les deux sont le butane, mais ici, nous avons la position cis et ici, nous avons la position trans. Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous regardons ici cette double liaison,
nous voyons qu'à gauche, nous avons en haut un méthyle, un groupe méthyle, et ici aussi, on a un groupe méthyle. En bas, à gauche, nous avons un atome hydrogène, et ici aussi, on a un atome hydrogène. À droite, qu'est-ce qu'on a? On a un groupe méthyle et un atome hydrogène. Mais dans le 6-butène 2, c'est plus facile de le dire comme ça. Je sais qu'il faut dire but 2N, mais on le prononce de façon plus facile. Butène 2. Donc, cet isomère-là, euh, dans cet isomère-là, nous voyons que le méthyle est en haut alors que l'hydrogène est en bas. Ici, le méthyle est en bas et l'hydrogène est en haut. Donc, quelle est la différence? Ici, on l'appelle 6 parce que l'isomère 6 veut dire quoi? Il veut dire que les deux groupes méthyle sont du même côté. Par exemple, en haut. Mais ici, un des groupes méthyle se trouve en haut et l'autre se trouve en bas. Donc, on appelle ça la position trans. Donc, quand les deux atomes ou les deux groupements sont au même niveau, du même côté, comme ici, on appelle ça le composé 6. Mais quand un des atomes d'hydrogène est en bas et l'autre est de l'autre côté en haut, donc on appelle ça le composé trans. Quels sont les types d'isomères? Les isomères, en général, forment deux ou sont divisés en deux grandes catégories. Elles sont distinguées en deux grandes catégories d'isomérie. La première catégorie, c'est l'isomérie de constitution et la deuxième, c'est la stéréoisomérie. Quelle est la différence entre les deux? Nous allons parler tout d'abord de l'isomérie de constitution ou l'isomérie de structure. Les isomères de constitution ou de structure vont avoir, bien sûr, la même formule moléculaire, la même formule brute, mais la différence sera dans l'ordre d'enchaînement des atomes, c'est-à-dire dans la façon dont les atomes sont organisés dans la molécule. Et les isomères de constitution ou de structure, eux-mêmes, ont plusieurs types ou sont classifiés en plusieurs types. Le premier type, c'est l'isomérie de squelette ou de chaîne, c'est-à-dire que le squelette carboné est différent. Il peut être linéaire, formant une seule ligne, ou ramifié, c'est-à-dire ayant des branches, comme le butane, par exemple, et le méthylpropane que nous allons voir sur ce diagramme-là. Les deux composés que vous voyez, le butane en haut et le 2-méthylpropane en bas, ont la même formule moléculaire, la même formule chimique ou brute, qui est C4H10, c'est-à-dire dans chacune de ces molécules, nous avons 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. Mais comme vous le voyez, l'ordre ou l'arrangement des atomes, ce que l'on appelle l'enchaînement des atomes dans la molécule, est complètement différent. Ici, le composé est linéaire, alors qu'ici, il y a, si vous remarquez ici, il y a une branche ici, il y a une petite liaison, ensuite nous avons un groupement qui est attaché au milieu de la molécule. Mais il y a un autre type d'isomérie, c'est l'isomérie de position. C'est-à-dire que le groupe fonctionnel, comme ici par exemple, nous avons le groupement carbonyle et le groupe ou groupement carbonyle qui est CO, et entre eux nous avons une double liaison, donc vous avez C, double liaison O. Ce groupe carbonyle donne des caractéristiques très spécifiques à la molécule. Mais quand on a changé l'ordre, on appelle ça le propanone. Et la formule moléculaire brute est C3 parce que nous avons 3 carbones, H6 parce que nous avons
6 atomes d'hydrogène, O1 parce que nous avons un seul atome d'oxygène. À gauche, nous avons le propanal et le propanal a la même formule, C3H6O. Mais regardez où se trouve le carbone double liaison O. Il se trouve à l'extrémité de la molécule. On appelle ça, que ce soit le C double liaison O qui est le carbonyl groupe ou le C double liaison OH, on les appelle des groupes fonctionnels, comme je viens d'expliquer. Pourquoi? Parce qu'ils vont réagir ou se comporter de la même façon dans les réactions biochimiques différentes. Donc, tous les composés qui ont le carbonyl groupe vont réagir de la même façon dans les réactions biochimiques. Et tous les composés qui ont le C double liaison OH, qui est le groupe aldéhydique, vont se comporter de la même façon. Ça, on appelle une isomérie de position. Et ce qu'on veut dire par insaturation ici, une double liaison. Une double liaison est appelée une insaturation parce qu'elle n'est pas saturée d'hydrogène. Donc ça, c'est une isomérie de position. Et on va voir que cette isomérie de position va résulter en une différence de fonction. Donc, le troisième groupe, c'est l'isomérie de fonction ou de nature. Les atomes s'organisent de façon différente pour former des groupes fonctionnels différents. Par exemple, c'est l'exemple que l'on a expliqué tout au début. Nous avons ici la même formule pour les trois, mais parce qu'il y a un arrangement différent, un enchaînement différent, nous avons ici un éther, alors qu'ici nous avons un alcool primaire, alors que la troisième molécule représente un alcool secondaire, et vous pouvez retourner au début de la vidéo pour vous rappeler de l'explication. Donc, ce que l'on peut déduire alors, c'est que l'isomérie de position va résulter en une isomérie de fonction, ou que l'isomérie de fonction est une sous-catégorie de l'isomérie de structure. Donc, en réalité, l'isomérie de fonction, comme je viens de l'expliquer, est une sous-catégorie de l'isomérie structurelle. Et quand on modifie la structure, donc on va modifier l'ordre des liaisons entre les atomes et alors on va modifier la fonction. Et c'est le sujet dont on parle tout le temps en biologie, que la structure va affecter ou changer la fonction, que ce soit dans des molécules ou dans des tissus ou dans des organes. Un changement de structure va bien sûr ou certainement changer la fonction. Et le résultat fonctionnel, c'est le résultat que je viens d'expliquer ici, parce que quand vous avez changé la structure, vous avez obtenu ici un éther, alors qu'ici, vous avez obtenu un alcool, et il est très clair que les propriétés de ces catégories qui sont les molécules éthères sont très différentes des alcools, que ce soit des alcools primaires ou secondaires. Et la différence est dans la position de l'oxygène. Ici, l'oxygène est au milieu et ça, c'est une liaison éther, alors qu'ici, l'oxygène est à l'extrémité et il a fait avec l'hydrogène un groupement fonctionnel OH qui lui a donné les propriétés des alcools, alors qu'ici, l'oxygène au milieu entouré de carbone, à droite et à gauche, ça fait une liaison éther et donc ce sont des propriétés tout à fait différentes. Donc, si ce changement structurel va déplacer un atome d'oxygène de l'intérieur au milieu, en cas d'éther, vers l'extérieur ou l'extrémité en cas de l'alcool. Donc, la structure va changer et la fonction aussi va changer.
Ce groupe-là, on l'appelle un groupe aldéhyde, alors que, que ces molécules-là qui ont le C double O au milieu, double liaison O au milieu, on les appelle des cétones. Et maintenant, ayant fini l'isomérie structurelle, nous allons parler de la stéréoisomérie. Qu'est-ce que c'est que les stéréoisomères? Les stéréoisomères ont le même enchaînement de liaison, c'est-à-dire ils ont la même structure plane, mais c'est la disposition dans l'espace, la disposition spatiale 3D des atomes qui va différer. La définition apparaît très difficile parce que vous n'avez pas encore vu ou regardé des diagrammes pour la stéréoisomérie. C'est ce que l'on va montrer tout à l'heure. Donc, quels sont les types de stéréoisomérie? Et en étudiant les types de stéréoisomérie, vous allez comprendre ce que veut dire la définition qu'ils ont le même enchaînement de liaisons, c'est-à-dire le même arrangement des atomes, mais c'est la disposition des groupements qui change, c'est-à-dire il peut y avoir une rotation, par exemple, dans l'espace. Le premier type de stéréoisomérie, c'est l'isomérie de conformation. Dans l'isomérie de conformation, nous avons deux composés et il est permis euh, aux molécules de faire une rotation dans l'espace et donc les molécules vont se changer ou se convertir l'une en l'autre par simple rotation. Pourquoi est-ce que j'emploie le verbe permis? Parce que si cette liaison-là entre les deux atomes de carbone était une liaison simple, était une liaison double, les liaisons doubles sont très rigides et il ne serait pas permis du tout aux molécules de faire des rotations. Mais ici, parce que les liaisons sont simples, non pas doubles, donc il est permis de faire une rotation. Si vous regardez au groupement à droite, vous trouvez qu'ils ont le même ordre, mais si vous regardez au groupement à gauche, vous allez voir que la rotation de 120 degrés a été faite entre ce groupement méthyle et entre l'hydrogène. Donc les molécules se convertissent l'une en l'autre par simple rotation autour d'une liaison simple, une liaison simple entre deux atomes de carbone. On l'appelle une liaison simple carbone-carbone. Ici, on voit deux stéréoisomères de butane. C4, si vous comptez les atomes de carbone, vous allez trouver qu'ils sont 4. Et si vous comptez les atomes d'hydrogène, vous allez voir qu'ils sont 10. Donc, c'est un hydrocarbone, c'est-à-dire qu'il ne contient que du carbone et de l'hydrogène. Et c'est naturellement un composé organique. Ça, c'est une isomérie de conformation. Mais aussi, il y a une isomérie de configuration. Dans l'isomérie de configuration, on a une liaison double entre les deux atomes de carbone. Et puisque la double liaison est rigide, donc elle va empêcher la rotation. Et donc, les groupes d'atomes ne pourront pas faire la rotation et vont garder une position fixe dans l'espace. Et ils ne peuvent se superposer ou changer leur arrangement sans rompre des liaisons. Donc, les isomères de configuration ont une liaison double entre deux atomes de carbone et ils sont des isomères puisqu'ils ont la même formule, mais avec un arrangement différent. Mais la différence entre ces isomères-là et les isomères précédents de conformation, c'est qu'ils n'ont pas la liberté de rotation. Et donc, on va subdiviser l'isomérie de configuration en une isomérie géométrique que l'on appelle aussi cis-trans ou ZE. On va utiliser cis-trans parce que c'est plus facile à comprendre. Et ici, nous allons voir que dans l'isomérie géométrique, ce sont deux composés
qui ont la même formule chimique moléculaire, mais qui ont un différent arrangement, un arrangement différent dans l'espace, mais à cause de la double liaison, ils vont rester fixes. Ils ne pourront pas changer et faire une rotation pour changer, comme par exemple les isomères de conformation. L'exemple ici, c'est le dichloroéthène. Qu'est-ce que c'est que le chloroéthène? C'est une molécule d'éthène où ici et là, on a remplacé les atomes d'hydrogène par des atomes de chlore. Donc, ici, le dichloroéthène, pourquoi est-ce qu'on l'appelle dichloro? Parce qu'il y a deux atomes de chlore. C'est un composé organique et c'est un composé volatile, c'est-à-dire qu'il s'évapore facilement et chloré parce qu'il contient du chlore. Et c'est aussi un liquide incolore très inflammable. Beaucoup de molécules liquides organiques sont volatiles et sont inflammables et ils dégagent une odeur piquante. Toutes ces propriétés que l'on vient de dire, volatiles, incolores, inflammables, piquantes, ce sont des propriétés physiques, alors que chloré, c'est une propriété chimique. Vous voyez ici qu'il y a une double liaison entre les deux carbones et cette double liaison garde chaque enchaînement d'atomes dans chacun des isomères ou dans chacune de ces structures 3D fixes, c'est-à-dire que la forme 6 va rester fixe et la forme trans va rester fixe. Dans la forme 6, pourquoi est-ce qu'on appelle ça 6? Parce que les deux atomes de chlore sont du même côté de la double liaison, c'est-à-dire les deux sont en haut. Mais quand on a la forme trans, un des atomes de chlore est en haut alors que l'autre est en bas. Donc, ils sont localisés ou cités de chaque côté des doubles liaisons. Et puisque la liaison est double, elle est rigide, ils ne peuvent pas faire de rotation dans l'espace et ils vont rester comme ça. Donc, ces deux isomères, ces deux types d'isomérie, isomérie de conformation et isomérie de configuration, sont deux exemples de stéréoisomérisme, mais ils représentent un stéréoisomérisme géométrique. Et nous allons dire ça encore une fois à la fin de la présentation. Mais il y a un autre groupe tout à fait différent qui n'est pas un stéréoisomérisme géométrique qui s'appelle énantiomérie. C'est l'isomérie optique. Quand est-ce qu'on peut voir une énantiomérie ou une isomérie optique? Quand nous avons des molécules chirales. Qu'est-ce que c'est que les molécules chirales? Ce sont des molécules qui ont des atomes de carbone. L'atome de carbone chiral est un atome de carbone qui est entouré de 4 groupes différents avec 4 liaisons simples. Donc, quand vous avez cette molécule chirale, quand vous avez deux molécules chirales qui ont bien sûr, puisque ce sont des isomères, la même formule chimique moléculaire, mais qui sont des images miroirs les uns des autres, comme nous allons le voir sur le diagramme suivant, mais en même temps qui ne sont pas superposables, exactement comme la main gauche et la main droite ne peuvent pas se superimposer. Donc, nous avons ce que l'on appelle une isomérie optique et nous allons expliquer qu'est-ce que c'est que pourquoi on l'a appelé isomérie optique. Ici, par exemple, vous voyez deux molécules qui sont considérées des énantiomères parce que chacune d'elles est une image miroir de l'autre. C'est-à-dire qu'ici, c'est comme si on se regardait dans le miroir. Au H, nous avons l'image miroir. H, nous avons l'image miroir. Comment sait-on que c'est une image miroir? La distance est égale ici. Et le même pour l'atome de chlore. Mais bien que ces deux molécules soient des images miroirs, pourtant,
elles ne sont pas superimposables. Juste comme la main droite et la main gauche ne sont pas superimposables. Ici, par exemple, vous voyez que la main droite est l'image miroir de la main gauche. Et cette molécule est l'image miroir de l'autre molécule. Donc, ce sont des deux énantiomères. Et si vous essayez de mettre la main gauche sur la main droite, vous allez alors vous apercevoir qu'elles ne sont pas superimposables. Et le même, bien sûr, s'applique pour les deux molécules. Pourquoi est-ce qu'elles sont non superposables? Parce que nous avons ici un atome de carbone chiral. Que veut dire chiral? Cela veut dire que cet atome de carbone est lié par des liaisons covalentes simples à quatre atomes différents ou quatre groupes différents. Ici, nous avons hydrogène, bromine, fluorine et chlorine. Mais parfois, on a des molécules ou des composés qui sont des images miroirs les unes des autres, comme ici, mais elles sont capables de faire une rotation de 180 degrés et la superposition est possible. Pourquoi? Dans les deux cas, on ne peut pas obtenir la superposition sans rotation, mais ici, même si elles font une rotation, elles ne peuvent pas être superposées. Mais ici, si une des molécules fait une rotation de 180 degrés, il pourra être possible pour les deux molécules, comme ici, comme ces deux flacons-là, de se superposer. Donc, cela est possible. Pourquoi? Parce que le carbone ici au centre de la molécule est achiral, non chiral. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que si on regarde les quatre atomes qui sont tout autour, nous allons voir qu'ils ne sont pas différents. Ici, nous avons chlore et encore une fois, nous avons le chlore. Donc, une rotation de 180 degrés dans l'espace ne permet pas de superposer un énantiomère. Donc, les deux molécules énantiomères sont des images miroirs les unes des autres, mais pourtant, elles ne peuvent pas se superimposer, même après avoir fait une rotation. Pourquoi? Parce que quand elles font une rotation, vous pouvez vous demander comment est-ce que cela peut se passer. On fait une rotation de 180 degrés. Si vous faites une rotation de 180 degrés de cette molécule-là, alors vous vous attendez à ce que le bromine vienne à droite et que le chlorine vienne à droite et le fluorine vienne à gauche, et donc elles doivent être superposées. Mais non, encore une fois, elles ne peuvent pas être superposées. Pourquoi? Car dans ce cas-là, même après avoir fait, ici dans cette diapositive, je suis en train d'expliquer pourquoi, même après une rotation de 180 degrés, elles ne vont pas se superposer. Parce que bien que les atomes aient fait une rotation de 180 degrés, mais les substituants qui pointaient vers l'avant seront inversés vers l'arrière. Et cela empêche la superposition. Le troisième groupe d'isomérie, de stéréoisomérie, c'est la diastéréoisomérie. C'est très difficile à prononcer. Donc, nous avons stéréoisomérie et on commence par diastéréoisomérie. Qu'est-ce que c'est que ce terme très compliqué? Cette fois-ci, nous avons des stéréoisomères qui ne sont ni superposables, ni des images miroirs les uns des autres. Donc, les deux conditions sont perdues. Ce sont des isomères, ils ont la même molécule, la même formule moléculaire. Ce sont des stéréoisomères parce qu'il n'y a pas de différence d'enchaînement des atomes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des isomères structurels, mais pourtant, ils ne sont ni des images miroirs les uns des autres, ni bien sûr superposés. Donc, ils ont une condition en moins. Les stéréoisomères énantiomères avaient ou étaient
des images miroirs les uns des autres. Donc, tout d'abord, ce ne sont pas des énantiomères. Pourquoi? Ils ne se superposent pas. C'est vrai qu'ils ne se superposent pas comme les énantiomères, mais ils ne sont pas l'image miroir les uns des autres. Donc, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les considérer des énantiomères alors qu'ils ne se superposent pas exactement comme les énantiomères, mais les énantiomères sont des images miroirs les uns des autres, alors que les diastéréoisomères ne sont pas des images miroirs les uns des autres. La, la raison essentielle pour laquelle les diastéréoisomères ne peuvent pas superposer, c'est qu'ils ont plusieurs centres de chiralité, c'est-à-dire ils ont plusieurs atomes de carbone et chacun de ces carbones-là a quatre groupes, n'a pas quatre, pardon, ils ont plusieurs centres de chiralité, veut dire que la molécule, la grande molécule, a deux centres de chiralité, c'est-à-dire qu'elle a deux carbones qui sont entourés, comme j'ai dit au début, de quatre groupes différents. Vous pouvez alors vous demander, est-ce que la chiralité, c'est pas quelque chose de bien? C'était la cause de l'énantiomérisme? Oui, mais quand on a un seul centre de chiralité, mais quand on a plusieurs centres de chiralité, donc ce n'est plus un énantiomère, mais un diastéréoisomère. La troisième raison pour laquelle ce sont des diastéréoisomères et non des enantiomères, c'est les doubles liaisons qui peuvent leur donner des formes différentes, ou bien la cis-forme ou la trans-forme. Donc, on peut arriver à une conclusion très importante de ce numéro 3. Si vous vous rappelez, les formes cis et trans, c'était des formes d'isomérisme géométrique, et donc l'isomérisme géométrique est une sous-catégorie du diastéréoisomérisme. Ici, alors, vous voyez des énantiomères et vous voyez cette molécule à gauche et l'énantiomère de l'autre. Ce sont des images miroirs les unes des autres, mais chacune contient un carbone, un atome carbone qui est chiral, c'est-à-dire qu'il contient des groupes différents. Ici, la molécule en haut et la molécule en bas sont des diastéréoisomères, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni superposables, ni des images miroirs les unes des autres. Le terme R ou la lettre R et la lettre S qui sont écrites ici sur la liaison, ça ce sont des informations qui sont un peu compliquées, mais je vais vous donner une idée très superficielle. R alors indique le sens des aiguilles d'une montre, alors que S indique le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, en chimie organique, quand on écrit les lettres R et S à côté d'un carbone asymétrique, ou quand on les écrit sur les liaisons d'une molécule, comme dans ce cas, elles désignent la configuration absolue de ce centre chiral dans l'espace. C'est-à-dire si la configuration est avec le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Donc, ces lettres-là décrivent précisément comment les quatre groupes d'atomes sont disposés autour de ce carbone dans l'espace. Mais cette diapositive est un peu trop compliquée pour le niveau de l'école secondaire et donc ça, on peut ignorer. Ici, nous avons une diapositive qui nous montre que l'isomérie est ou bien une isomérie structurelle de constitution ou une stéréoisomérie et que la stéréoisomérie, elle se compose de diastéréoisomérie et énantiomérie où il n'y a pas de superposition et la diastéréoisomérie
isomérie est ou bien cis-trans-isomérie, qui est l'isomérie géométrique, ou une conformérie que l'on n'a pas expliquée et que l'on ne va pas expliquer dans cette vidéo. On a écrit une note ici, un rappel que la... Ah, pardon. Donc, la conformérie est une isomère ou un conformère. Un isomère de conformation est un arrangement spatial d'une même molécule obtenu par simple rotation. Quand on avait une liaison simple, donc il était permis aux groupements ou aux atomes de faire une rotation simple autour des liaisons simples. J'ai déjà oublié que je l'ai expliqué au début de la vidéo. Donc, on a expliqué les isomères de conformation ou les conformères, et on a expliqué bien sûr l'isomérisme géométrique. Donc, encore une fois, les isomères géométriques sont deux composés ayant bien sûr la même formule moléculaire. On est en train de récapituler, mais ils ont les atomes ou les groupes euh, qui ont des arrangements spatiaux différents, c'est-à-dire des arrangements différents dans l'espace de part et d'autre d'une certaine liaison chimique ou d'une structure cyclique, c'est-à-dire que la rotation peut se faire autour d'une liaison chimique ou autour d'une structure cyclique qui, elle aussi, est une structure rigide. Nous avons expliqué tout ça, mais nous n'avons pas expliqué autour d'une structure cyclique. Les isomères optiques, d'autre part, sont deux composés ayant la même formule moléculaire, bien sûr, puisque ça, c'est la définition des isomères, mais ils présentent des agencements, c'est-à-dire des arrangements spatiaux différents, c'est-à-dire des arrangements différents dans l'espace de leur atome, de telle sorte qu'ils vont constituer des images en miroir, mais qui sont non superposables. Donc, chaque structure correspondant à ces deux conditions, c'est-à-dire deux molécules étant des images en miroir l'une et l'autre, mais en même temps étant non superposables, vont être appelées des énantiomères. Pour obtenir ce phénomène d'énantiomère ou d'énantiomérisme, cela se produit seulement si nous avons un carbone chiral, c'est-à-dire si nous avons un atome de carbone lié à quatre groupes différents. Comme on vient de l'expliquer, les isomères optiques possèdent, ou les énantiomères possèdent des propriétés chimiques et physiques identiques. C'est-à-dire que nous avons dit tout au début qu'il n'est pas nécessaire que les isomères partagent les mêmes propriétés physiques et chimiques. Mais dans le cas des isomères optiques ou dans le cas des énantiomères, comme on les appelle, les propriétés chimiques et physiques sont identiques, avec une seule exception. Et cette exception, c'est leur effet sur la rotation de la lumière polarisée. La lumière polarisée, pour expliquer ça simplement, c'est une lumière qui est très concentrée et qui se dirige dans une direction très spécifique et dont les ondes sont parallèles. Et bien sûr, elles ont la même longueur d'onde. Les énantiomères, pourquoi est-ce qu'ils sont importants? Les isomères optiques, la connaissance des énantiomères est importante dans l'industrie pharmaceutique. Pourquoi? Parce que quand on a deux énantiomères, ils n'ont pas nécessairement la même efficacité pour le traitement d'une certaine maladie. Par exemple, nous avons deux énantiomères, la L-dopa et la D-dopa. La L-dopa est utilisée efficacement pour traiter la maladie de Parkinson,
mais la D-dopa, par exemple, est complètement inefficace pour le traitement de la maladie de Parkinson. Pour une raison inconnue, euh, ici, nous allons parler des énantiomères d'aminoacides. Et on vous dit que pour une raison inconnue, tous les acides aminés présents dans un organisme vivant sont de configuration gauche. C'est-à-dire, par exemple, nous avons l'aminoacide alanine, il y a l'énantiomère D-alanine et l'énantiomère L-alanine. Dans les corps vivants, nous avons seulement la D-alanine, la forme D-alanine, c'est-à-dire les lévogyres ou la configuration gauche. C'est-à-dire qu'elles vont, on vient d'expliquer quelle est la configuration euh, gauche et droite, ou bien est-ce que j'ai pas expliqué cette diapositive. Ici, vous avez la structure de L-dopa et de D-dopa. Ce sont des énantiomères. Et on vous dit ici alors qu'il existe deux formes. L-dopa qui est très efficace pour le traitement de Parkinson et D-dopa qui n'est pas du tout efficace. Quelle est la différence? La différence, c'est la direction euh, où il tourne la lumière. On vient de parler de la lumière polarisée plane et je viens de l'expliquer. Donc, quand on tourne cette lumière à gauche, donc ça c'est la forme L, et quand la substance tourne cette lumière à droite, donc ça c'est la substance D. Donc, les substances ou les énantiomères L sont capables, quand cette lumière polarisée passe là-dedans, de la tourner vers la gauche. Mais quand vous avez une quantité de l'énantiomère droite ou D, et vous passez cette lumière polarisée à l'intérieur, donc elle sera tournée à droite. Je comprends que cette vidéo était un peu trop lourde pour vous, une très grande quantité de biochimie organique, et je comprends aussi que les énantiomères sont un sujet ou représentent un sujet difficile de la biochimie, difficile à comprendre et difficile à imaginer. J'espère que cette vidéo vous a aidé un tout petit peu de comprendre les énantiomères d'une façon plus claire. Et si vous avez aimé la vidéo, donc cliquez sur like et écrivez vos commentaires et abonnez-vous à la chaîne si vous ne vous êtes pas encore abonné. Merci et à bientôt.